Bonjour à tous, merci de votre présence pour ce webinaire des cahiers pédagogiques intitulé La classe dehors ou les plaisirs cachés, conversation avec Théodore Zeldin. Cette rencontre est organisée en partenariat avec la Fabrique des communs pédagogiques dans le cadre des prochaines rencontres internationales de la classe dehors qui se dérouleront à Poitiers du 31 mai au 4 juin prochain. Je m'appelle Jean-Charles Léon, je suis professeur de musique en retraite depuis quelques mois, membre du comité de rédaction des cahiers pédagogiques. Je vais co-animer ce webinaire avec mon collègue et ami Jean-Michel Zakartchouk. Bonjour Jean-Michel. Bonjour à tous et toutes, et donc je suis moi-même rédacteur en cahier pédagogique également et ancien professeur de lettres. Nous accueillerons également Benjamin Gentil, qui est cofondateur des Fabriques des communs pédagogiques et co-organisateur des premières rencontres internationales de la classe dehors. Bonjour Benjamin. Bonjour. Et Et bonjour à Moïna aussi. je vous Sur les rappelle rencontres, porte-parole des rencontres. Je vous rappelle que vous pouvez voir et revoir nos webinaires et débats éducatifs sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous y abonner, de liker nos vidéos, ce qui nous permet d'augmenter notre visibilité. Enfin, ce qui constitue maintenant une véritable chaîne pédagogique à laquelle il faut associer nos podcasts, La classe résonne, est gratuit et libre d'accès. Vous pouvez aider à son développement en vous abonnant, en achetant nos publications ou même en faisant un don ponctuel, en allant sur le site internet des cahiers pédagogiques, cahiers au pluriel-pédagogique.com. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Théodore Zeldin. Bonjour Monsieur Zeldin. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation, d'avoir accepté de vous plier à cet exercice de la conversation à distance qui pose le problème de l'écran. Est-ce que l'écran va masquer quelque chose? Je vais laisser très rapidement la parole à Benjamin Gentil pour qu'il vous présente en quelques mots, et je doute, sans crainte de me tromper, que vous soyez réductible à ces quelques mots qu'il va dire. Benjamin, je te donne la parole. Oui, je ne vais pas me lancer dans une biographie de Théodore Zeldin, donc je me limiterai à quelque chose de très simple qui est un ressenti lié à toute la correspondance qu'on a pu avoir ces dernières semaines et ces derniers mois. Et je dirais, aujourd'hui, avant d'être un historien et un grand universitaire, Théodore Zeldin, c'est un orfèvre de la rencontre, un artisan de la conversation, puis un jardinier. Voilà. Je resterai à ces mots très simples. Et on a la chance peut-être de l'avoir sur ces rencontres internationales de la classe dehors pour nous aider à cultiver notre jardin et essayer d'avoir un art de créer des rencontres, parce que c'est pas évident, et de dépasser la simple politesse et les simples convenances pour aller vers l'autre et tenter de s'ouvrir, voilà, et de repenser notre relation à l'autre, qu'il soit humain ou non humain, ce qui fait lien avec notre sujet. Oui, car il va bien s'agir d'une rencontre dans ces rencontres internationales de la classe dehors. Et Monsieur Zeldin, en fait, la première question que nous avons envie de vous poser, c'est que vous évoque l'expression classe dehors, Monsieur Zeldin? Oui, pour moi, ça, c'est un peu différent de ce que Benjamin a décrit et ce qui vous occupe. C'est-à-dire, pour vous, c'est plutôt pour les très jeunes, et vous avez rencontré beaucoup vous n'avez pas reçu de réponse des universités, ni très peu de secondaire. Et donc, vous vous occupez plutôt de primaire et de maternelle. Et je veux vous suggérer que c'est ma première réaction envers votre projet. Vous parlez d'une organisation internationale. Donc, vous avez des ambitions pour le monde entier. Mais vous parlez juste à présent, vous discutez seulement des très jeunes.
comment ils vont aller en dehors physiquement dans les forêts. En cela, vous suivez des exemples qui ont été développés en Scandinavie et un peu en Allemagne et un peu en Angleterre et aux États-Unis et que dans quelques autres pays. Mais si vous regardez de près, vous voyez que en Angleterre, il n'y a que 700 organisations comme les vôtres, dont seulement une centaine sont reconnues publiquement. Et de même, en Danemark, où il y avait ce système est développé, plus ou moins les mêmes chiffres. Et en Allemagne, peut-être de 2000. Donc, ma première réaction, c'est que vos ambitions sont trop limitées et qu'elles ne prennent pas en considération suffisamment les besoins de notre époque et de l'avenir du climat, le changement du climat. Et ce que je voudrais vous suggérer, vous allez sans doute discuter ou peut-être refuser ce que je veux dire, mais j'insiste qu'en tant qu'historien, je trouve que vous regardez de trop près et que vous laissez de côté les changements qui sont advenus depuis l'essor de cette idée de classe en dehors qui date de Froebel un peu du XVIIIe siècle, mais ensuite au moitié du XXe siècle. C'est une idée qu'on peut joindre à le changement d'attitude envers les jeunes, qui est venu dans le 18e, quand jusqu'au 18e, jusqu'au 19e siècle, on avait des enfants qui aidaient leur père à gagner leur vie. C'était des ouvriers. On avait avoir beaucoup d'enfants, beaucoup mouraient, mais l'objectif, c'est de s'enrichir avec ces enfants. Et aujourd'hui, les enfants sont très coûteux et on a très peu d'enfants. Et l'idée qu'on a développée au XVIIIe siècle, c'est que on doit préserver les enfants parce qu'ils étaient purs, innocents. C'est le meilleur moment de la vie. Après, il y a le travail et les difficultés de la vie, tout cela. Donc, nous changeons d'objectif. Et maintenant, je crois qu'on doit reconnaître que l'avenir des enfants est très différent de ce qu'il était au moment où on a développé ces idées du jeu comme solution aux envies des familles. C'est-à-dire, je peux peut-être je vais vous raconter un peu l'explication de pourquoi je prends cette position. Mon expérience de l'éducation, moi-même, c'est que j'ai quitté l'école à 15 ans parce que j'ai réussi tous les examens possibles. Et donc, je ne pouvais pas trouver une université qui acceptait quelqu'un si jeune. Donc, j'ai trouvé à l'Université de Londres, un petit coin,
où on acceptait des vieillards, c'est-à-dire des gens qui travaillent et qui ont manqué une éducation universitaire, où on pouvait prendre une licence. Et donc, puisqu'il n'y avait pas de difficulté d'âge, j'étais entouré de vieillards et en 2 ans, j'ai obtenu une licence à 17 ans. Et ensuite, je suis allé à Oxford. Et là, j'ai découvert une autre forme que son âge détermine ce qu'on attend des gens. Et moi, j'ai eu la chance de passer contre ce que l'on fait aujourd'hui, où on ne commence en Angleterre qu'à 6 ans. À Oxford, j'ai découvert quelque chose d'autre, que je suis un autodidacte. J'avais les professeurs les plus éminents du pays, et chaque semaine, j'avais droit à une conversation en privé avec un de ces professeurs distingués, pour 1 heure. Et ensuite, j'ai passé toute la semaine à la bibliothèque, où je lisais. La bibliothèque qui a 18 millions de livres, c'est une bibliothèque de dépôt obligatoire, et je pouvais découvrir les choses que le professeur ne savait pas. Et ensuite, quand j'étais enseignant, je suis comme vous, un enseignant, j'ai choisi d'enseigner ce que je ne savais pas. C'est-à-dire, au lieu j'ai fait une séparation entre mes recherches et mon enseignement de jeunes licenciés qui cherchaient des licences, parce que j'apprends ce qu'ils j'entre dans quelque chose d'intéressant. Alors, je vous parle donc d'une attitude qui regarde l'enseignement après 60 ans d'existence à l'université d'Oxford, où j'ai rempli l'emploi. J'étais aussi bien doyen, mais aussi apparemment, on dit, d'après ces gens qui font les différences entre l'université, Oxford est bien situé comme université, mais je trouve que c'est un échec, parce que c'est devenu une fabrique de diplômes pour avoir un emploi. Et l'idée de l'éducation a changé, tandis que dans le XVIIe siècle, c'était une manière de devenir sociable. Maintenant, quand j'ai demandé aux étudiants c'est pour la maîtrise, j'ai demandé, je veux que vous rencontrez des gens en dehors de votre spécialité, de découvrir des gens de la ville, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils me disaient, bon, on va discuter de cela. Ils sont revenus et dit non, merci, nous sommes trop occupés en écrivant nos mémoires et nos thèses, donc nous devons avoir chercher un emploi. Nous ne sommes pas intéressés par la vie en général, mais par avoir un emploi. Et ça, c'est pas l'éducation. Et maintenant, ce qu'on dit de l'éducation, c'est exactement ce que Benjamin a dit, c'est les relations humaines. Comment avoir des relations qui élargissent votre vision de la vie et qui vous permettent de comprendre les autres et qui diminuent les querelles et la haine et tout cela qui empêche les gens d'atteindre leur
objectifs les plus honnêtes. Et aujourd'hui, je trouve la faillite de l'éducation dans ce qui se passe dans beaucoup des nations, chez nous comme chez vous, c'est-à-dire chez nous, dans les dernières élections, la majorité a élu un menteur qui promettait n'importe quoi. On va reconstruire 400 hôpitaux, ça n'a jamais arrivé. On va faire toute espèce de choses, ça ne va jamais arriver. Donc, on ne savait pas distinguer entre le mensonge et la vérité. Et il me semble que ça, c'est la première, peut-être un des plus importants objectifs de l'éducation. Donc, il faut repenser toute l'éducation, pas seulement ce qui se passe chez les plus jeunes. Oui, je pense que je suis tout à fait d'accord. Et l'école dehors, au fond, est un des moyens, mais pas le seul, de toute façon. Et nous, on insiste aussi pas mal sur ce que ça produit chez les enseignants aussi, c'est-à-dire le fait de sortir dehors quand même. Alors, on essaye de faire que ce soit dans le secondaire aussi, mais c'est pas facile parce qu'il y a plein de contraintes. Mais c'est l'idée quand même aussi que les enseignants vivent de nouveaux rapports dans les classes dehors, dans les sorties, les promenades nature, etc. C'est aussi les enseignants. Ce que je réponds à vous, c'est que la classe de dehors ne fait pas sortir les gens de la classe. Ils sont toujours avec les professeurs. Et sortir en dehors de la classe, sortir des traditions de sa propre maison, sortir de son pays, sortir de sa spécialité qui vous ne donne pas la connaissance de la vie. Donc, je interprète dehors plus largement. Et en débutant, je vous suggérer que cette idée de la classe de dehors est quelque chose de nouveau qui s'applique à une autre époque et pour, quoique très utile, elle doit prendre en conscience le fait que ce qui se passe dans la nature, la plupart des choses sont invisibles. C'est-à-dire les connaissances, le progrès de la connaissance, qui sont le résultat de microscopes et de télescopes et tout cela. Nous ne sommes pas ce que nous paraissons être. Il y a une complication énorme dans la connaissance de l'existence de l'humain et aussi des animaux et des plantes. Et on ne peut pas dire qu'on va dans la nature pour être plus libre. Au contraire, on est encore plus limité. La liberté, c'est d'être ouvert à toutes les nouveautés qui nous laissent très en grande humilité de notre capacité d'être bien sur la terre. Et ce que dit pour vous, pour moi, la crise du changement climatique, c'est que il n'y a pas seulement une question de le pétrole ou le charbon et tout cela. On est incapable de résoudre la question du changement climatique si on continue la haine qui existe entre les gens, si on querelle, et vous voyez comment en politique, il y a des oppositions féroces. La politique est une source de l'expression des gens qui ont peur de l'avenir et qui ont des nostalgies pour le passé, et les gens qui ont de rêves
de quelque chose de beaucoup mieux. Et ils sont irréconciliables. Et chez vous, l'idée de droite et gauche. Et quand j'écris sur l'histoire de la France, et je dis les deux parties, les deux divisions sont très divisées, ça énerve les gens. Ainsi, je élargis l'idée et je voudrais qu'en en développant cette idée qui est tout à fait noble et bien, mais reconnaître qu'il y aura bientôt, on attend 75% de la population humaine va vivre dans les villes. Et le système de travail, le système des résultats du travail sont tels qu'il n'y a pas beaucoup de travail dans le monde rural. Et nous devons repenser l'art de vivre, pas seulement de visiter le monde rural, mais comment vivre dans le monde rural. C'est un changement tout à fait énorme. Comme je suis allé en Finlande, qui est très respecté au point de vue de l'éducation, et je dois dire que on dit que la Finlande est le pays le plus heureux du monde. Quand on regarde plus près, c'est pas si facile. Mais en Finlande, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire ensuite parce que les élections ont été gagnées par quelqu'un qui a un doctorat de l'université et qui est de l'extrême droite. Et on se demande que vaut une éducation universitaire si on a des idées tellement simples. Je suis évidemment très sensible aux mots que vous nous dites et surtout à cette perte. Alors, je ne sais pas si je dirais une perte de sens du mot ou une dissociation entre le mot et le sens qui fait que certains discours sont des discours, je reprends vos mots, de menteurs. Enfin, ce qui me frappe, moi, évidemment, nous ne voulons pas faire un webinaire sur l'école dehors avec vous, ce serait trop limité. Mais ce qui me frappe, et je vais vous raconter une chose personnelle, quand je promène mon petit-fils dans la nature, ce qui me frappe, c'est la sensation de le voir non seulement découvrir une araignée qui tisse sa toile, une fourmi qui sort de sa maison, il a 4 ans, hein, mais j'ai aussi l'impression qu'il se découvre lui-même. C'est-à-dire qu'en regardant toutes ces différences, toutes ces choses qui ne sont pas lui, j'ai l'impression qu'il se construit lui-même. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, de se découvrir, c'est pas assez. C'est-à-dire, en ayant des relations avec d'autres personnes, de d'autres pays, de d'autres âges, on découvre que sont les autres. Et pas seulement découvrir ce qui sont les autres, mais aussi qu'est-ce qu'on peut apprendre à partir de leur expérience. Et je regarde la relation humaine comme une forme de vaccination. C'est-à-dire, on accepte de l'autre quelque chose qui nous permet de sympathiser avec des gens tout à fait différents apparemment, mais qui ont des bonnes raisons pour faire ce qu'ils font. Et c'est pour cela que je mets l'accent, comme Benjamin a dit, sur la conversation. Chez nous, à Oxford, nous avons une sorte ONG pour les jeunes, les très jeunes. Et la dame qui est la directrice m'a dit,
ces jeunes viennent ici et ils ne savent pas parler. Ils ne savent pas converser. Ils regardent la télévision, ils n'ont pas la capacité de discuter avec les autres. Et j'ai causé également avec quelqu'un de plus de 17 ans, et son père me dit, il a beaucoup de difficultés d'obtenir un emploi parce qu'il n'a pas l'habitude de causer avec les gens. Et donc, je vais vers l'éducation, comme du mot latin, éducation, de prendre les gens, de les amener quelque part d'autre. Je suis d'accord que c'est émerveillant de connaître la nature. Et si, je ne sais pas si vous voyez derrière moi, je suis entouré d'une centaine d'arbres et je ne vois que des prairies autour de moi et je préfère cela vivre dans ce milieu. Mais c'est impossible normalement pour les autres. Ils doivent travailler dans des villes. Et si vous suivez l'exemple d'autres pays qui ont adopté cette idée que vous avez la classe en dehors, c'est pas suffisamment libératoire. C'est-à-dire, on doit sortir de ses enseignants, de ses professeurs, voir les gens qui ne sont pas professeurs, voir tous les métiers possibles, découvrir qu'est-ce que c'est la vie aussi bien des hommes, des différents types d'hommes et des gens avec lesquels on est en incapacité de savoir que dire, avec lesquels on a des oppositions fondamentales. J'aimerais que, au lieu d'avoir au début des ambitions très limitées et claires, en améliorant peut-être ce qu'ont fait les autres dans quelques pays voisins. Et je vous parle d'un pays qui s'est suicidé avec ce Brexit. Tout va très mal maintenant. Et basé sur la haine des étrangers, la peur des étrangers, mais maintenant, une folie impossible à accepter. On dit que les étrangers qui viennent étudier dans nos universités ne peuvent pas entrer avec leur famille. C'est-à-dire, une jeune femme qui veut prendre un master en Angleterre doit laisser son petite fille chez sa propre pays. Vous voyez comment il y a une peur de l'étranger, une peur de ce qu'on ne connaît pas. Et c'est pour cela que je veux que vous allez dehors pour éliminer vos peurs. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire depuis des siècles. Vous avez le grand peur de l'histoire de France. Et c'est continu. Je vous pose donc de montrer, de regarder plus loin, plus largement. Jean-Michel? Non, je pense que nous, on essaye de lier aussi la classe dehors au sens, effectivement, pas seulement dans la nature, mais dehors en général, à la coopération. Enfin, on développe beaucoup l'idée de coopération, de rencontres et de travail commun. Et peut-être quand même que dans
lorsque les élèves sont dans des situations comme celle d'être en forêt ou je ne sais quoi, ils ont peut-être plus tendance, si on les amène à ça, à coopérer, à faire des choses ensemble et aussi à bouleverser les compétences habituelles, parce qu'il y en a peut-être qui vont être plus compétents dans la nature que dans la salle de classe. Et alors, j'ai juste dans le chat, j'aime bien ce qu'a écrit Sarah Wauquiez, qui écrit que dehors, on n'est ni plus libre, ni plus limité, mais plus lié. Lié, peut-être qu'il y a d'ailleurs des sens polysémiques à lier. Et je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette expression? C'est de l'idée de coopération aussi. Bien, quelqu'un m'a envoyé un message disant l'éducation doit être une expérience de la vie, une découverte de la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Et en apprenant que ce qu'on vous enseigne ne suffit pas. Et en tant que... Moi, je suis par métier historien. Pourquoi? Parce que mon professeur d'histoire était plus gentil que le professeur de sciences. C'est un accident, n'est-ce pas? Et au cours de ma vie, j'ai changé mes idées sur ce que c'est l'histoire. Et si parmi vous, vous avez des professeurs, des enseignants d'histoire, je m'adresse à vous. L'histoire, c'est largement des conflits, de victoires, des batailles, des protestations des gens qui ne réussissent pas et qui sont toujours frappés. Et la pauvreté existe et continue. Et nous avons fait, en dépit de cette illusion qu'il y avait beaucoup de progrès, il y avait des progrès au cours des siècles, mais aussi les inégalités continuent. Et donc, je crois qu'on doit enseigner l'histoire de façon différemment. Et je crois qu'on doit prendre les problèmes de nos jours et dire pourquoi les gens, depuis 5000 ans, ont essayé de faire la même chose que nous et que c'est gâché. Pourquoi les idées de religion qui disaient aimez vos voisins et aimez même vos ennemis. Pourquoi ça n'a pas marché? Voilà, c'est une question qui on doit regarder au cours des différentes civilisations ce qui se passe. On m'a invité une fois d'écrire une préface pour un livre sur l'histoire. Et toutes les spécialistes français ont écrit toutes les pages. Et j'ai vu que l'histoire du monde, c'était plutôt l'histoire de la France, avec quelques petites additions. Et maintenant, quand vous parlez de ce que vous voulez faire internationalement, eh bien, le moment est venu là, parce que un pays n'est plus capable d'être indépendante. Voilà, tous ces différences. Le voyage est absolument essentiel pour quelqu'un qui veut savoir qu'est-ce que c'est la vie. Et le voyage dans toute forme dehors. Et pour cela, on doit connaître ce qui s'est passé. Pourquoi nous aimons la nature? Avez-vous étudié l'histoire de la relation de l'homme envers la nature? Est-ce que vous allez mettre cela dans vos enseignements? Et en prenant en compte ce qui s'est passé en Chine, qui avait tous ces mandarins
qui écrivaient des choses merveilleuses sur la nature, mais qui en même temps ont détruit une large partie de leur terre, qui devenait des déserts. C'est-à-dire, c'était une forme de rêve d'aimer la nature, une réaction contre la difficulté de la vie. Et on ne doit pas répéter ce même simplification de ce qu'on fait dans les écoles. Il y a une grande difficulté dans ce que nous allons faire à la suite de ce changement de climat. Parce que ceux qui savent le message du changement, c'est cela. Tout ce que vous avez fait depuis 300 ans, presque tout, ne marche pas. Vous devez changer vos habitudes. Ce que vous mangez, comment vous distribuez les richesses. Et ça demande énormément d'imagination, parce qu'on n'a pas l'habitude de dire on ne doit pas répéter les erreurs du passé. Elles sont l'histoire, on ne sait pas. Donc, c'est pas suffisant. Ça ne suffit pas de connaître la nature. Il faut connaître ce que les hommes ont fait sur la nature. Oui, d'ailleurs, l'histoire des Chinois est très intéressante parce que les intellectuels, les pédagogues ont réussi à produire des arts, des œuvres artistiques merveilleuses, de poésie et tout cela, tout en détruisant les forêts. Parce que les forêts, pour eux, étaient dangereuses. Ils ont développé des théories sur mystique. Il y a eu beaucoup à apprendre sur comment on a traité la nature. Et si vous pouvez discuter cela avec vos étudiants, il me semble qu'on pourrait faire mieux que ce qu'on a fait dans le passé. Et je ne dis pas qu'on mieux, on peut dire qu'on peut avoir une vie plus intéressante, au moins. Je pense que dans l'enseignement de l'histoire, en France en tout cas, le rapport de l'homme à la nature, au climat est très peu présent. Et c'est même difficile d'avoir des témoignages d'enseignants qui travaillent là-dessus. Enfin, ça commence peut-être à venir, mais voilà, comme vous dites, c'est si important et c'est peu présent finalement. C'est très peu présent dans les écoles. Oui. Je pense qu'on peut être que sensible à ce que vous dites, mais des personnes comme David Graeber et David Wengrow dans le livre Au commencement était, deux anthropologues donc montrent que des organisations humaines peuvent être bien différentes et fonctionner certainement bien mieux que ce que nous faisons depuis 500 ans. Je me souviens avoir lu un article très curieux qui m'avait semblé vraiment curieux et qui rejoint un peu ce que vous êtes en train de dire sur les mandarins chinois. Au temps de Jean-Philippe Rameau, tellement merveilleux compositeur, où il écrit un traité d'harmonie, c'est le temps florissant en France de la traite des Noirs et de l'esclavagisme qui détruit la relation humaine. Et ça m'avait semblé très forcé comme comparaison, et 30 ans après, ça l'est beaucoup moins. Je pense beaucoup en ce moment aussi un psychiatre qui est décédé en 62, très jeune, il avait à peine 40 ans, Frantz Fanon, qui a rejoint les rangs des révolutionnaires algériens en désertant l'armée française, et qui a écrit des très très beaux livres, dont Peau noire, masque blanc, dans lesquels il dit que la colonisation européenne, universaliste pour elle, a malheureusement oublié sa relation avec la biosphère et a imposé une relation à la biosphère très perverse. Est-ce que, pour en revenir à cette école dehors finalement, et au fait de mettre cette école dans la nature, de mettre les enfants en relation
avec cette nature, est-ce qu'on ne peut pas la créer avec cette relation reconstruite à la nature, une matrice de la relation humaine, en les reconsidérant, en les remettant dans une relation non pervers ou moins pervers avec la biosphère? Oui, si vous ajoutez une relation pas seulement avec les plantes et les arbres et les animaux et les oiseaux, mais aussi avec ceux qui travaillent sur ce qu'on appelait jadis les paysans, qui étaient jadis la majorité, et soudain, ils ont disparu. Et comment vivre physiquement avec le résultat? Est-ce que ce que nous faisons avec la Terre fonctionne? Pourquoi nous ne sommes pas capables de nous nourrir de façon raisonnable? C'est un changement énorme, n'est-ce pas? Et si vous ajoutez à ce que vous dites un côté pratique, je serai tout à fait avec vous. Oui, je l'ajoute volontiers, vraiment. Et peut-être que ma question était un peu maladroite, parce que j'entends bien cette relation à la nature comme une matrice de la relation humaine. Si je suis capable de me nourrir, je suis aussi capable de nourrir l'autre. Et ça, je me souviens d'une merveilleuse pédagogue dont le nom m'échappe à l'instant, et qui avait quitté son métier de pédagogue. Elle était psychopédagogue en fait, et elle avait quitté son métier de pédagogue en disant en fait, recevoir les gens comme ça en cure, en traitement, ça marche pas, il faut juste les faire manger. Et elle avait ouvert un restaurant pour recevoir ses patients. Et c'était Emmanuel Jean-Michel, je crois que tu vas l'avoir. Je vais retrouver le nom, pardonnez-moi. Plantevin, Emmanuel Plantevin. En plus, Plantevin, voilà. Oui. Eh bien, pour résumer, est-ce que vous pouvez dire qu'il est possible de faire des changements dans le système d'éducation? Il y a un ministère qui change le programme tous les ans. Il y a une tradition où on veut que tout soit le même dans tous les milieux, toutes les régions. Est-ce que les différentes villes peuvent avoir une liberté plus grande? Est-ce que c'est possible pratiquement? Qu'est-ce que vous pensez? Je vais réagir, et puis Jean-Michel, je suis sûr, aura à réagir derrière. Si on ne lie pas ces changements à un changement politique, je crains que ce ne soit pas possible, parce que le système éducatif et la forme du système éducatif est tellement liée à un système politique que l'un n'ira pas sans l'autre. Et vous interrogez d'ailleurs, parce qu'en France, on entend beaucoup le niveau baisse, ce qui est approuvé parce que, enfin, il baisse dans certains domaines, et puis les compétences des enfants et des élèves augmentent dans d'autres. Donc il faut mettre l'accent sur les fondamentaux étant lire, écrire, compter. Mais on ne se pose pas la question, mais ça sert à quoi le fondamental, quoi? À quoi sert ce fondamental? On n'apprend pas à lire et à écrire pour apprendre à lire et à écrire. On apprend à lire et à écrire pour rentrer en relation avec l'autre, pour vivre dans un monde auquel on participe, que l'on est en train de construire. Jean-Michel, oui, en même temps, oui, c'est vrai que les changements politiques sont importants, mais je pense qu'on peut aussi s'autoriser beaucoup de choses, et qu'il y a aussi ça, que beaucoup de gens ne s'autorisent pas. Et on voit que finalement, l'école dehors, l'institution finit par reconnaître un peu, et c'est parce qu'il y a des gens qui prennent des initiatives aussi. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus attendre des changements pour changer.
Donc, c'est toujours un équilibre à trouver. Mais je pense qu'il faut aussi s'autoriser. Même les programmes sont beaucoup moins contraignants enfin, ils sont dans la tête des gens aussi, quoi. Oui. Je dois finir mon programme, etc. Alors que ce qui compte, c'est le programme de la vie, quoi. Effectivement, comme dit. D'ailleurs, cette phrase de Guy Jean-Charles, elle est reprise par un chercheur en sciences cognitives, Grégoire Borges, qui dit aussi le fondamental, c'est d'apprendre à vivre. Et donc, après, il y a des moyens différents pour cela. Donc, je pense que faut aussi la liberté ne suit que si l'on s'en sert, elle ne suit pas, mais s'en sert. Ma question, ce que je vous pose, c'est que si vous voyez ce qui s'est passé avec les classes dehors dans d'autres pays, ça a touché une minorité de 1% peut-être. Mm. Est-ce que vous êtes satisfait seulement Non. d'influencer 1% de la population? Non seulement ce n'est pas satisfaisant, mais on rencontre là un phénomène, on pourrait presque dire, pour reprendre une très belle expression qui est ancienne dans l'éducation en France, qui est l'exception consolante. On va se consoler que ça ne se fasse pas en disant mais il y en a quand même un peu. Alors l'exception consolante, ça correspondait aux pauvres qui accédaient aux hautes responsabilités. Il y avait cette exception qui permettait aux riches de se consoler, d'écraser les autres. Voilà. Vous avez parlé du Brexit et de ce suicide incroyable de votre pays. Moi, vous avez aussi parlé de menteurs concernant mon pays. Euh, Moi, ce qui me frappe, c'est on est à un moment, on n'a jamais dit, dans l'histoire de l'humanité, je ne suis pas certain qu'une civilisation ait été consciente de sa possible fin rapide à l'aune de la mesure humaine. Je ne suis pas certain que ça ait existé. Peut-être à l'île de Pâques, quand ils ont vu qu'ils n'avaient plus d'arbres, je ne sais pas. Je n'en suis même pas sûr. Si j'ai un reproche fondamental à faire à ces hommes politiques, parce que là, on va bien parler d'hommes politiques et non pas de personnes politiques, c'est qu'ils ne sont pas capables de sentir ce moment, qui est le kairos, quoi, qui est là aujourd'hui. C'est leur moment. Ils pourraient devenir des héros et ils ne le saisissent pas. Et ils préfèrent mentir pour continuer dans un modèle absurde qui est développé, qui s'est amplifié depuis 40 ans ou 50 ans, depuis 1980, et voilà, Margaret Thatcher, Reagan, etc., etc. C'est ça, le fait que l'on ne saisisse pas le moment qui, moi, me met dans une saine colère, je pense. Et j'ajoute que, puisque j'ai eu la chance d'entrer dans les coulisses de présidents et de ministres, ce pas des gens méchants, c'est des gens qui ont des bonnes intentions dans leur pensée, mais ils sont impuissants. Il y a ce qu'on ne reconnaît pas. Est-ce qu'un président peut tout changer? Non, il doit faire des lois, mais les gens n'appliquent pas les lois. Les lois ne reconnaissent pas l'individualité de chacun, de difficulté de mettre en place. Et donc, c'est pas seulement la possibilité que nous sommes à la fin de la civilisation occidentale. Je ne crois pas, parce que la Chine est en train de reproduire, de continuer notre civilisation en devenant un pays industrialisé, en éliminant les paysans, comme nous avons fait, et en créant des vastes nouvelles villes énormes. C'est-à-dire, les problèmes continuent. Et au lieu de
créer un autre ennemi. Au lieu de qui sont les coupables, qui produit une hostilité, essayons de faire que chacun ait mieux compris. Ce qui manque aux gens sont d'être appréciés, d'être compris, d'être encouragés individuellement. C'est ça que l'éducation peut faire. Et donc, c'est un rapport entre l'enseignant et l'individu. Et si vous pouvez faire ça n'importe où, mais dans les classes que vous avez de 30 personnes, ça ne marche pas. Et comment sortir de cela? Et peut-être on doit élargir l'idée de qui sont les enseignants. Ça ne marche pas à 30 personnes, sauf si vous les faites chanter. Parce que là, c'est plus facile de faire chanter 30 personnes que 10. Et vraiment, je l'ai prouvé, faire chanter 45 enfants de 6e, c'est quelque chose de formidable, ou 6e ou d'autres classes d'ailleurs, c'est vraiment formidable. Moi, je voudrais recommander un de vos ouvrages, qui est celui que je n'ai pas eu le temps de finir depuis qu'on a annoncé notre webinaire, qui est Les plaisirs cachés de la vie. Vous écrivez dedans, certaines pages m'ont bouleversé, entre autres les pages pendant lesquelles vous parlez de Lucian Freud, et qui, sur sa conception du portrait, qui permet, en fait, quand on regarde le portrait, de s'imaginer aussi dans le portrait, d'exister. Et je trouvais que vos remarques étaient presque winnicottiennes, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde l'autre, il se crée entre nous cet espace que lui appelle l'espace transitionnel et qui permet une ère de jeu et d'expérience entre deux personnes. Et ça existe aussi entre ces portraits de Lucian Freud, puisque vous en parlez, et celui qui les regarde. Et je veux dire que le temps passe beaucoup trop vite aussi, Monsieur Zeldin, et qu'on va malheureusement assez rapidement devoir, pardon, j'ai un téléphone qui sonne, on va malheureusement devoir... Voilà, le téléphone. Ouais. Le téléphone, c'est responsable. Oui, c'est le responsable, mais c'est parce que j'ai oublié de le débrancher. Voilà. Bon. J'aimerais bien vous entendre sur, puisque je suis professeur de musique, même retraité, mais je suis musicien, et Jean-Michel est un lecteur de littérature. Dans tous nos problèmes, et vous l'avez un peu évoqué très rapidement en disant que malgré la compétence intellectuelle et culturelle de personnes, elles peuvent être d'extrême droite. Quel rôle peut jouer l'art, la musique, la littérature dans tout cela, y compris dehors, hein, voilà. Comment est-ce que ça peut nous aider tout cela? Oui, je suis d'accord. La musique fait beaucoup. Et je me souviens que j'étais à Davos au World Economic Forum et j'ai rencontré un Saoudien, un cheikh saoudien, avec lequel évidemment on avait des différences. Mais il m'a dit très bien, il m'a dit, faisons de la musique ensemble. Voilà ce qu'on pouvait faire avec le Saoudien. Oui. C'est joli. Et vous avez tout à fait juste de dire que la musique, mais ça ne suffit pas. Je vous donne un autre exemple. Je suis président d'une ONG qui essaie d'améliorer ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient. Et vous savez, la difficulté entre les deux religions chiites et sunnies. Et là, on a trouvé une petite secte de Yazidis, qui est une ancienne secte, qui ne sont pas tolérés, qui ont énormément de difficultés. Alors, nous organisons de la musique, et c'est très joli, mais ça ne suffit pas à changer la guerre entre les sunnis et les chiites. Et ça, c'est le problème. La musique s'arrête contre ces divisions très anciennes. Et je ne sais pas comment vous, musiciens,
pouvez faire mieux. Moi, je remarque avec désespoir qu'on peut marcher ou pas sur de la musique. Enfin bon. Et aussi avec désespoir que Wagner est toujours interdit en Israël. Enfin bon, et que j'écoute avec passion cette version extraordinaire du concerto pour violon de Beethoven, joué par Yehudi Menuhin, c'est 55-56, et dirigé par Wilhelm Furtwängler, qui a été musicien, alors pas musicien nazi, mais il n'a pas quitté l'Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale, et Wilhelm Furtwängler, qu'il faut à tout prix connaître, tellement, enfin, ça a été un des plus grands chefs d'orchestre beethoveniens, et tous les deux jouent ce merveilleux concerto pour violon de Beethoven, et ils mettent clairement autre chose que la musique. Alors, est-ce que c'est moi qui imagine cela, qui fantasme cela? Mais en tout cas, j'ose espérer que c'est ce qu'ils y ont mis, quoi. C'était Jean-Michel, tu veux rebondir? Non, c'est-à-dire que oui, mais je pense que la culture en général ne protège pas du mal, contrairement à ce que pensent certains intellectuels. Il y a plein d'exemples qui le prouvent. Et parfois, on a tendance justement à présenter les dictateurs comme des gens incultes, ce qu'ils n'étaient pas. Staline, par exemple, avait beaucoup plus de culture que ce qu'on a dit. Et il savait, paraît-il, qu'il savait lire des poèmes de Shakespeare par cœur, etc. Ce serait trop simple, quoi. Il y aurait d'un côté les incultes qui seraient les mauvais et puis les bons qui seraient cultivés. Et malheureusement, c'est pas. Mais ceci dit, la culture peut aussi être une alliée, bien sûr. Une alliée dans le Oui. sens où elle peut fabriquer du commun, Oui. M. Zeldin. Non, je ne crois pas que c'est une question importante. Je crois qu'on doit aimer la différence et apprendre de la différence. C'est intéressant, la différence. Et chaque individu a quelque chose de impossible à comprendre. Et on n'aura pas une solution. Il n'y a pas de solution, mais on peut améliorer et on peut gagner un peu plus de ce plaisir qu'on a de laisser la vie en ayant contribué quelque chose un tout petit peu utile. Je crains malheureusement que cette discussion entre nous ne tende vers sa fin. Et en fait, je vais vous citer, puisque vous m'y incitez. Puis je prends des notes sur votre livre et je vais lire un court passage dans lequel vous dites qu'il ne faut pas se focaliser sur ce qui rapproche les hommes, mais sur ce qui les différencie. C'est, je cite, minuscules différences, en apparence souvent insignifiantes, qui les éloignent les uns des autres, et qu'il faut réfléchir à la manière de les rendre fertiles plutôt que stériles. Voilà, ça, c'est une phrase qui m'a frappé dans ce que vous, dans ce que vous écrivez, et aussi la vie comme art de l'altérité, de la double subjectivité, d'une subjectivation de l'autre. Je ne sais pas du tout, Monsieur Zeldin, comment clore cette discussion qu'on aimerait voir continuer. Elle continuera en tout cas dans mon esprit, et c'est évident. Et on se posait la question avec Benjamin en préparant ce webinaire, et Jean-Michel, quelle question finale on allait vous poser? Et ça serait quelque chose comme ceci. Est-ce qu'on vous a un petit peu quand même un petit peu, ça serait déjà bien, je trouve. Est-ce qu'on vous a un peu rencontré, Monsieur Zeldin? Est-ce qu'on a réussi à ébaucher une conversation avec vous? Je pense toujours que j'aime causer avec une personne seule pendant 2, 3 heures, quelquefois pendant 8 heures sans arrêt, et découvrir. C'est après 1 ou 2 heures, on commence à se connaître un peu. Et quand j'ai réussi à contribuer quelque chose qui va aider votre vie, je serai content. Et si j'apprends quelque chose de vous,
qui m'enrichit intellectuellement, émotionnellement. Alors, il y a un lien entre nous. Nous sommes différents, mais nous avons échangé quelque chose qui va rester chez nous. Et c'est ça ce que je cherche, pas que nous ayons les mêmes idées. Autrement, c'est très, très ennuyeux si tout le monde pense la même chose. Ah oui. Jean-Michel, tu veux dire un dernier mot? Enfin, un dernier, pour cette trop courte rencontre, donc vous confirmez, M. Zeldin? Une rencontre qui est à distance aussi, avec toutes les limites de la distance vidéo. Mais nous sommes très heureux d'avoir fait quand même cette rencontre, entre guillemets. Il est temps de vous remercier, Monsieur Zeldin, pour cette heure trop courte, vraiment trop courte, passée en votre compagnie, mais les auditeurs pourront lire votre livre. Comme je disais à des étudiants, écrire, c'est parler loin et parler dans le temps. Et donc, voilà, on pourra aussi converser avec vous, grâce à vous, en lisant vos livres, en vous écoutant, en vous réécoutant. Donc, merci beaucoup pour cette heure très courte. Merci, Benjamin, pour d'avoir initié ce moment. C'était un moment, une compagnie fort belle, même si, comme l'étymologie du mot compagnie, compagnon, nous y invite, nous n'aurons pas pu partager le pain ensemble. Je vous rappelle donc que les rencontres internationales de la classe dehors commencent bientôt, la semaine prochaine, et qu'il y a un financement participatif qui est toujours en cours et qu'on peut retrouver sur la page des rencontres. Je vous rappelle aussi que les cahiers pédagogiques ont sorti 2 numéros dernièrement, le numéro 585, donc c'est bien 78 ans. 585, ça commence à être un gros chiffre. Apprendre avec la nature, qui vient de sortir et que tu as coordonné, Jean-Michel, avec Laurent Reynaud. Nous avons précédemment travaillé tous les deux avec Aurélie Svang sur le numéro 570, Apprendre dehors, en juin 2021. Vous pouvez retrouver ces dossiers sur notre site des cahiers pédagogiques, cahiers au pluriel-pédagogique.com, ainsi que les webinaires qui y ont été consacrés sur notre chaîne YouTube. Notre prochain webinaire des cahiers pédagogiques se déroulera maintenant le 30 août. Donc, nous finissons avec vous, Monsieur Zeldin, cette saison de webinaires, de 14 ou 15 webinaires. Il sera consacré au dossier numéro 586, l'école primaire aujourd'hui. Surveillez notre site web pour plus ample information. Ce webinaire sera mis en ligne rapidement. Bonne rencontre, Benjamin. Bonne soirée à tout le monde. Merci à vous. Merci. Bon.